C'est plus de 3 millions de Togolais qui sont attendus aux urnes demain pour élire les 91 députés qui composent l'Assemblée nationale. Alors, Jean-Paul, la première chose à scruter pour demain, on l'évoquait tantôt, c'est le taux de participation. Oui, c'est le taux de participation dans la mesure où une partie de l'opposition ne participe pas à ces élections. Donc, ceux qui boycottent vont chercher à démontrer que leur appel à boycotter ou à empêcher a été suivi, donc ils vont scruter justement le nombre de Togolais qui se déplaceraient pour demain. Ce qu'il faut dire, c'est que traditionnellement, les gens se déplacent moins pour une élection législative que pour la présidentielle qui mobilise davantage. Donc, sous cette réserve et sous la réserve que, effectivement, certains ne se sont pas inscrits parce que répondant à l'appel du boycott de la C14, on verra bien quel est le niveau de participation à ces élections. Étant entendu que le vote n'étant pas obligatoire dans notre pays, il n'y a pas de seuil plancher ou plafond pour valider une élection. Donc, il n'y a pas de taux de participation minimum sous lequel une élection ne serait pas considérée comme légitime. Donc, à partir de cet instant, je crois que les députés qui seront élus, peu importe le niveau de participation, auront la même légitimité que les députés sortants. Alors, justement, on évoque le taux de participation, mais est-ce que cette réalité qu'on vit un peu dans la capitale togolaise, où on a, un foisonnement de moyens d'information et tout qui permettent aux gens de suivre le mot d'ordre, est-ce que c'est la même chose à l'intérieur du pays, là? On ne semble pas du tout préoccupé par les choses qui préoccupent les gens de la capitale, là-bas. Oui, à l'intérieur du pays, on n'a pas une lecture assez, disons... très risqué de la situation politique dans notre pays. Je revenais tout récemment même de l'intérieur du pays. Les gens attendaient seulement le 20 pour aller. Ça veut dire eux, ils sont prêts à aller voter. Bon, ils n'ont pas cette crainte-là, la psychose qu'on entretient sur les réseaux sociaux. Bon, ils ne sont même pas suffisamment informés, sauf certaines villes où on sent quand même qu'il y a une certaine détermination à ne pas aller aux élections et à répondre à un mot d'ordre de boycott ou bien de trouble à exercer pour influencer le processus électoral. Sinon, dans la plupart des villes de l'intérieur, les gens attendent paisiblement aller accomplir leur devoir civique demain. En tout cas, c'est ce que moi j'ai remarqué. Et de deux aussi, il faut aussi prendre, en tout cas s'inspirer de la situation qui a prévalu lors du recensement. Vous avez vu que dans la zone 1, il y avait eu beaucoup de réticence à aller se faire recenser, mais dans la zone 2, il y a eu un record. Les gens sont sortis massivement parce que les gens n'avaient pas assez d'informations par rapport au boycott, au mot d'ordre, de tout ça là. Bon, pour eux, c'était des citoyens. Donc, on a demandé à ce que les gens aillent se faire établir les cartes d'électeurs. Donc, la plupart de ces gens-là que nous avons à l'intérieur du pays ont répondu à l'appel. Ils sont allés se faire recenser. Ils ont leur carte, ils attendent seulement pour aller accomplir leur devoir civique. Et surtout au niveau de l'État aussi, c'est là où il faut féliciter aussi, disons, le ministère de l'administration territoriale et peut-être les services concernés par le processus électoral. Il y a eu des campagnes de sensibilisation, des appels aussi à la télévision, à la radio, pour que les gens aillent accomplir leur devoir civique. Et comme quoi aussi, il y a une force de sécurisation des élections qui est présente, omniprésente un peu partout dans tous les coins pour assurer la sérénité de ce processus électoral. Alors maintenant, qui va... c'est-à-dire, on sait que la C14 ne participe pas aux élections, mais c'est comme si elle y est parce qu'elle va suivre de très près la participation de demain. Oui, elle va suivre de très près parce que son intérêt, c'est que le scrutin se passe mal ou le scrutin soit empêché. Mais sans aide de vin ou sans aller dans le marc de café, je pense qu'il y aura élection demain. Maintenant, la seule chose qui lui reste à faire, c'est de souhaiter
que la participation soit la plus basse possible. D'ailleurs, la psychose qui est entretenue, y compris sur les réseaux sociaux, participe justement de ça, fait peur aux gens. Il va se passer ceci, n'allez pas voter, si vous sortez, il va se passer. Donc, l'objectif, c'est de faire baisser le taux de participation pour justifier ou pour expliquer que finalement, leur appel au boycott a été entendu. Donc, tout en ne participant pas à ces élections, ils vont être certainement aux premières loges pour voir son déroulement. Donc, au final, même ceux qui ne sont pas inscrits dans le processus sont autant intéressés par le déroulement du vote que ceux qui sont inscrits dedans. Alors, les électeurs qui vont demain auront le choix entre tous ces candidats qu'on a, mais est-ce qu'il y a d'enjeu pour ce scrutin? Parce que beaucoup disent que si la C14 y était, il y aurait un enjeu. Là, est-ce qu'il y a un enjeu? Oui, il y a forcément un enjeu. C'est une élection, ça demeure une élection, quels que soient les candidats. Chacun a pu sillonner sa localité pour vendre sa marchandise. Je veux dire que ce que les candidats attendent faire pour la localité, ce qu'ils attendent faire aussi une fois à l'hémicycle. Donc chacun a essayé d'expliquer ce qu'il y a, ce qu'il est capable de faire et la nouveauté, la valeur ajoutée qu'il aura apporté à notre processus de démocratisation dans le pays. Mais le problème, c'est que sincèrement, on aurait voulu qu'il y ait la participation de l'opposition pour qu'il y ait plus d'engouement, de compétitivité, et aussi qu'à l'issue de ce scrutin, qu'on ait des députés d'un niveau assez, disons, conséquent pour l'étude et surtout le vote des lois qui puissent améliorer le quotidien des Togolais. Parce que nous ne voudrons pas un remplissage de l'hémicycle, c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons des gens qui s'y connaissent en matière de loi et qui comprennent aussi les enjeux en matière de développement, de lutte contre la pauvreté et surtout du positionnement du Togo en matière de démocratie et de respect des droits de l'homme et des libertés. Donc il y a beaucoup de défis qui attendent le pays. On aurait voulu quand même qu'il y ait plus de pluralité, plus de pluralisme à l'hémicycle. Mais comme on ne peut pas contraindre tout le monde à aller à ces élections, bon, ceux qui ont accepté y aller, je pense que ils feront valablement l'affaire et le Togo se portera. L'essentiel, c'est qu'on renouvelle le Parlement, qu'on ne tombe pas dans une situation où on n'a pas de Parlement, parce que ça serait encore grave pour notre pays. Mais si on arrive à remplacer ceux qui sont arrivés à la fin de leur mandat et que de nouvelles figures émergeaient aussi, c'est bien, parce que nous avons vu qu'au niveau de l'opposition, c'est une classe aussi vieillissante et depuis toujours, c'est les mêmes figures que nous voyons un peu partout. Donc il faut quand même renouveler la classe politique au niveau de l'opposition. S'il y a de nouvelles figures qui veulent monter et qui veulent aussi apporter leur contribution au processus de démocratisation, à l'enracinement de la démocratie dans notre pays, je pense que c'est leur droit et que l'essentiel, c'est que après le 20, qu'on ait un Parlement où il y a des compatriotes qui siègent et qui puissent aussi continuer par travailler pour la bonne marche de notre pays. Le pays appartient à nous tous, ce n'est pas une exclusivité d'une certaine catégorie de citoyens. Donc, moi, je me dis que chacun est libre. C'est ce que les indépendants même ont démontré. Ils ne sont pas issus d'une formation politique qui se disent que, disons, la politique c'est leur apanage, ou bien ils sont vraiment le centre d'intérêt de tout ce qui se fait comme sur le plan politique dans notre pays. Donc les indépendants ont voulu aussi tenter leur chance parce qu'ils se disent capables, ils ont aussi des choses à faire valoir. Et donc je pense que tout ce beau monde-là, si une fois ils arrivaient à tirer leur épingle de jeu, ils pourront valablement travailler au Parlement et aider le pays à continuer sa marche vers la démocratie et surtout pour le développement de notre pays. Alors justement, maintenant sur aussi d'autres enjeux pour cette élection, est-ce qu'il y a d'enjeux? Parce que unir, de ce qu'on a vu, sans grand concurrent, risque de se tailler la part du roi lion. Non, la cité, il y a le taux de participation, il y a les conditions d'organisation de ces élections. Et effectivement, est-ce que l'État va pouvoir tenir le pari
d'organiser des élections sans violence, empêcher ceux qui veulent empêcher les élections de se dérouler, et puis les conditions de transparence de ces élections, parce que c'est important aussi, même en l'absence de 14. Et puis, effectivement, l'enjeu, c'est, puisque la C14 n'y est pas, et quel va être le renouvellement de l'opposition parlementaire, qui va être chef de file de l'opposition, etc. Et il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs listes indépendantes qui sont en jeu. Quel va être le niveau, justement, de représentativité de ces listes indépendantes. Ça va aboutir à un renouvellement nécessairement de la classe politique, surtout parlementaire. Donc c'est un enjeu. De revenir sur la question du regret qu'on peut avoir de l'absence de la C14. Et effectivement, on est dans une démocratie représentative et il faut que toutes les sensibilités, toutes les opinions, en tout cas les plus importantes, soient représentées à l'Assemblée nationale. Donc de ce point de vue, on peut avoir de regrets. Mais comme l'a dit Ibrahim, on ne peut pas obliger les gens à participer à ces élections. Certains ont choisi délibérément de ne pas y participer. C'est dommage pour justement la configuration. Des conditions. Hein. Oui, mais sur des conditions. Mais en tout cas, ils ont choisi, on n'a pas interdit leur candidature. Donc c'est de façon délibérée, c'est un choix de ne pas y participer en évoquant un certain nombre de raisons sur lesquelles on peut discuter. Mais souvent, nous parlons de l'absence de C14. Mais en réalité, pour être objectif, on peut regretter peut-être l'absence de un ou deux partis dans la C14. L'ANC, le CAR et peut-être le PNP, dont l'audience... Bon, le PNP mobilise beaucoup dans la rue, mais on n'en connaît pas véritablement son audience, y compris électorale. Mais tout le reste, je ne sais pas pourquoi on regretterait l'absence de santé du peuple, alors qu'un parti comme le NET, qui a présenté déjà des candidats aux élections précédentes et qui a présenté donc un candidat à l'élection présidentielle. Je ne sais pas en quoi le parti des Togolais serait plus représentatif que le parti du Premier ministre Agbeome Kodjo. Donc que le parti des Togolais soit absent. On a par exemple le MPDDD. Je ne sais pas pourquoi le parti des démocrates d'Abia Nicodème serait plus important que, encore une fois, l'UFC, par exemple. Même le parti CDPA, ce parti a présenté à 2 élections législatives successives des candidats. N'a jamais eu un seul député. Et pourtant, ce parti, en tout cas sa représentante, continue prétend s'exprimer au nom des Togolais, mais chaque fois qu'elle s'est présentée devant les Togolais, elle a été sanctionnée. Donc pourquoi on considérerait qu'elle est ou son parti est plus important que l'UFC qui participe à ces élections? Donc il faut qu'on soit quand même assez mesuré, assez objectif dans l'analyse que nous faisons, parce que la C14, il y a des locomotives, encore une fois l'ANC, le CAR et le PNP, mais tout le reste, pour moi, honnêtement, je vais peut-être dire quelque chose de méchant, mais n'ont pas grande audience. Et donc, ils ne sont pas plus représentatifs que les partis qui sont aujourd'hui en lice pour conquérir des sièges à l'Assemblée nationale. Alors, maintenant, il y a aussi un autre aspect pour les candidats en liste. Je pense que c'est votre journal qui a fait le travail, qui révèle que la moyenne d'âge est autour de 40-41 ans. Donc, c'est des gens jeunes qui entrent au Parlement. Oui, mais quand vous voyez un peu, quand vous scrutez un peu les affiches et même les programmes de société présentés, on parle toujours de la jeunesse. Et vous savez que quand nous parlons de... Mais est-ce que ça va être un atout pour le prochain Parlement? C'est-à-dire, puisque non seulement c'est des gens jeunes, mais le Parlement risque d'être renouvelé au moins à 80%. Oui. Bon, là, c'est des inexpérimentés aussi. Non, mais quand on parle d'inexpérimentés, c'est vrai que ça peut amener à discuter, on peut discuter sur ça, hein, mais personne n'est né député, vous savez. On a quand même un background qui peut-être nous autorise à aller, à être député, et au fur et à mesure qu'on est au Parlement, on acquiert des réflexes pour pouvoir vraiment exercer et voter, et surtout que il y a aussi des secrétaires parlementaires qui sont là pour guider certains parlementaires au début de la mandature. Donc moi je me dis que
pour cet aspect, il n'y a pas assez d'inquiétude. Bon, mais le problème de la jeunesse est très, 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 très important parce qu'il faudrait voter des lois au profit des jeunes. C'est ça aussi ce qu'il y a comme défi à relever. Parce que quand vous prenez un peu la contestation, on parle de la pauvreté, de l'emploi des jeunes, du chômage. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de thématiques qui tournent autour de la jeunesse. Donc les jeunes aussi veulent prendre leur destin en main, c'est ce qui se dit un peu partout. Et donc c'est pourquoi les partis politiques ont eu à présenter des jeunes comme candidats. Même quand vous prenez le parti au pouvoir où on accusait les responsables de ce parti d'être des barons, des dignitaires, des gens très âgés mais qui ne veulent pas céder la place, cette fois-ci le casting a été fait de manière à ce qu'il y ait des jeunes qui soient mis en avant pour pouvoir aller aussi pouvoir siéger au Parlement et travailler. Et Monsieur Jean-Paul disait tout de suite, mon confrère parlait du net, de Djeritama. Vous voyez, j'ai discuté avec un responsable du parti UNIR qui reconnaissait que le net est sur le terrain avec des thématiques qui effraient, parce que ce sont des thématiques qui bousculent sérieusement UNIR a senti des menaces par rapport à ce que disait le net, la jeunesse, l'emploi et tout, avec des formulations assez innovantes, accrocheuses et qui peuvent amener vraiment les populations à décider autrement sur le terrain, vous comprenez. Donc on ne peut pas dire que ceux qui vont à ces élections ne valent pas ou bien ils n'ont pas les potentialités qu'il faut pour pouvoir relever le défi d'un parlement assez mûr, responsable et autres là. Mais disons-nous que les gens sont capables quand même. Et si tout va bien, après le 20 décembre, nous aurons un parlement avec des gens assez compétents pour pouvoir travailler pour la nation. Jean-Paul, sur l'âge, l'expérience. Oui, on fait toujours la promotion de la jeunesse et c'est pas forcément une mauvaise chose qu'il y ait un rajeunissement de la classe politique. Peut-être la jeunesse apportera sa fougue, son dynamisme, le renouvellement des idées, avec effectivement ses inconvénients, l'inexpérience. Mais on peut aussi constater qu'en 2007, suite à l'accord politique global, l'Assemblée, le Parlement qui a été mis en place, la plupart des députés, c'est aussi des nouveaux. Oui, renouvelés à plus de 80%. Donc, je ne sais pas s'ils ont mieux ou plus travaillé que les précédents. Je constate simplement qu'il y a eu une paresse parlementaire quand même dans notre pays. Les parlementaires proposent peu de lois. Et donc, je ne suis pas sûr que les nouveaux feront pire que les prédécesseurs. Il faut plutôt souhaiter qu'ils soient meilleur, en tout cas au niveau des initiatives parlementaires. C'est pour ça que ce serait intéressant au niveau de leur âge qu'il y ait plusieurs profils, des gens venus d'horizons divers. Ce serait d'abord intéressant que la majorité qui va sortir, qui sera probablement la majorité UNIR, parce que c'est la majorité sortante qu'en l'absence de l'ANC, etc. Il y a de fortes chances que ce soit la même majorité, qu'elle ne soit pas écrasante. Sinon, elle va rester sur ses acquis et tout ça, il n'y aura pas un renouvellement en tant que tel des idées. Il faut qu'il y ait d'autres... C'est une crainte. Oui, c'est réellement une crainte. Et il faut souhaiter qu'on ait de nouveaux partis à l'Assemblée qui n'y existaient pas, on en a cité quelques-uns, mais aussi des indépendants qui puissent se retrouver à cette assemblée, qui ne sont pas enfermés dans des logiques de partisanes, de partis politiques habituels, et qui ont des choses à proposer, qui ont des choses à dire au sein de cette assemblée. L'absence de la C14 peut être une opportunité pour cette Assemblée nationale de faire quelque chose de mieux. Il faut saisir cette opportunité de l'absence de la C14 pour faire une bonne chose et non continuer à regretter les absents, à pleurnicher sur le sort des absents, parce que les absents ont toujours tort et que dans une république, lorsque il y a un vide, il faut que ceux qui veulent s'inscrire dans le processus électoral comblent ce vide et fassent de nouvelles propositions avec de nouvelles idées. Est-ce qu'on aura encore
une assemblée qui ressemble à une foire d'empoignade. Oui, c'est possible, puisque c'est... Ceux qui vont sont, eux, on ne peut plus commode avec le régime. Non. Non, vous savez, quand une fois qu'ils seront à l'Assemblée nationale, les gens vont vouloir aussi se frayer un chemin. Ça, c'est obligatoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va quand même dépasser ce antagonisme qui a toujours existé entre pouvoir unir et opposition radicale, et qui s'affrontent et qui font parfois même obstruction à certaines initiatives au niveau du Parlement. Mais ceux qui vont arriver, même s'il y a la majorité unie, il y aura des gens quand même qui essaieront de regarder l'intérêt de la nation, et surtout parce que la plupart, ce seraient des jeunes qui veulent aussi se faire promouvoir et en même temps aussi atteindre un certain niveau donné. Donc, ils doivent faire valoir leur potentiel, à porter des discours nouveaux, surtout des discours accrocheurs, et qui répondent aussi, disons, aux enjeux du moment. Parce que ça aussi, c'est important. Il faudrait que ces nouveaux députés-là qui vont arrivent aussi à surmonter certains obstacles, surtout au niveau de la logique partisane qui a toujours existé dans le parti au pouvoir, où toutes les décisions doivent venir d'ailleurs, où peut-être le vote de certaines lois doivent découler des consignes, mais il y aura des gens quand même qui seront libres, indépendants, et qui vont réfléchir sur la chose de façon beaucoup plus objective et faire des propositions, même si au finish leur voix ne compte pas, ils auraient contribué quand même au débat, ils auraient enrichi le débat, et je suis sûr que même la majorité parviendra à tirer profit du débat que ces nouveaux-là ont suscité au Parlement. D'où il faut peut-être que les populations comprennent pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Tout à fait. Demain. Ah oui, les populations doivent comprendre que volontairement, certains refusé d'aller à ces élections. C'est-à-dire pour ceux qui y sont, c'est-à-dire mettre tous les œufs, par exemple, donner une majorité écrasante au pouvoir. Oui, bien sûr. Mieux distribuer les cartes. Ouais, il faut mieux distribuer les cartes. Et même, ça se fait sentir déjà sur le terrain, parce que quand vous prenez le parti au pouvoir Unir, il y a certaines localités où on ne retrouve pas Unir. Bon, il ne sait pas pourquoi Unir n'est pas présent. Les gens disent que Unir est présent à travers certaines listes indépendantes. Ah, mais l'expérience nous a prouvé que ces indépendants-là créent des surprises. Une fois arrivé au Parlement, chacun voudra s'affirmer. Et voilà. Mais je voulais relever un petit point, c'est par rapport à la crise togolaise. Nous sommes conscients que ces élections ne vont pas résoudre la crise. Ça, il faut qu'on soit conscient. Donc, il faudrait que le gouvernement, c'est-à-dire que le pouvoir central, essaie en même temps de travailler par rapport à la cohésion sociale, comment recoller le tissu social très délabré, comment aller surtout vers les réformes, parce que c'est ça qui est très important. Il faut aller vers les réformes, créer les conditions d'alternance dans le pays et faire un effort à ce que les citoyens togolais se sentent mieux dans leur pays. Ça, c'est important. Lutter contre la pauvreté, créer des mécanismes pour prendre en compte la question du développement. C'est très important. Donc, le pouvoir central doit pouvoir déjà penser à ces initiatives, comment travailler pour que les Togolais se portent mieux et que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Justement, après demain, qu'est-ce qui va arriver de la crise? Ce sera derrière? Non, vous l'a très bien relevé. Je ne pense pas qu'une élection soit destinée à résoudre une crise dans un pays. C'est un calendrier républicain, c'est une étape dans la vie publique, dans la vie politique, par laquelle il faut passer. S'il y avait pas eu le 19 août 2017, il y aurait quand même eu des élections, puisque le mandat des députés... Donc, il ne faut pas lier, en fait, la question des élections à la question de la crise. La crise est intervenue à un moment donné de notre vie politique, et dont il faut... Ah oui, des impacts sur les élections. On en a tenu compte dans la préparation des élections, puisque les élections ont été retardées, il y a un certain nombre de choses, de concessions qui ont été faites, parce qu'il y a eu crise. Mais ça ne remet pas en cause le principe de ces élections qui devaient de toute façon avoir lieu. Donc, ces élections ne sont pas destinées à résoudre la crise. Pour ma part, je pense que pour sortir de la crise, ou en tout cas essayer, il y a quelque chose de très important, de très fondamental qui a été relevé par Ibrahim. Moi, c'est la question des réformes. Je crois que c'est ça aussi qui nous a amené. Donc, il faut nécessairement que la prochaine législature fasse de ces questions de réforme sa priorité. Ça doit être l'une
des questions que doit connaître la prochaine législature, quel que soit les premiers jours, oui, quelle que soit sa configuration, il faut que ce soit l'un des premiers textes qui arrive sur le bureau de l'Assemblée et qu'on tranche ça, la question de limitation de mandat, l'élection de réforme et de la Cour constitutionnelle. Il faut qu'on tranche ça et qu'on se dise que ça c'est derrière nous. Maintenant, ça va pas faire en sorte qu'il n'y ait plus de débat public. Même si on a fait toutes ces réformes, le débat, la vie politique va continuer avec ces tiraillements, ces contestations, ces oppositions, tout ça. La vie politique va continuer. Mais au moins, on aura évacué cette question fondamentale. Ensuite, et peut-être c'est ça le plus important, parce qu'on le disait tout à l'heure, quand vous sortez de Lomé, du huis clos, urbain, vous allez à l'intérieur du pays, je peux vous assurer que ce qui intéresse les gens, ce n'est pas la réforme de la Cour constitutionnelle, c'est leur vie quotidienne, comment vendre leurs produits, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à des petits prêts pour pouvoir développer leurs activités, etc. C'est ça qui intéresse les femmes, c'est ça qui intéresse les hommes au cours de cette campagne, au cours des meetings, c'est ce que relèvent les gens. Il y a très peu de gens qui parlent de réforme de la Cour constitutionnelle ou du vote de la diaspora. Donc, si on répond à ces préoccupations, si les gens ont l'impression qu'il y a une vraie volonté de répondre à ces préoccupations, on ne peut pas résoudre tous les problèmes socio-économiques de notre pays, mais au moins qu'on sente qu'il y a une vraie volonté de le faire, qu'il y ait des actions, qu'il y ait des résultats, etc. Je pense qu'on aura fait un grand pas vers la résolution de la crise, même si, encore une fois, ça ne va pas aboutir à calmer la vie politique. Dans tous les pays au monde, la vie politique est toujours animée et c'est plutôt une bonne chose pour les échanges des idées et le développement du pays. Nous sommes arrivés à la fin de Regard Croisé pour ce soir. Merci beaucoup Jean-Paul Arolete Ibrahima. Merci à vous aussi. Je vous informe, demain, on sera en émission spéciale jusqu'à 0h, si tout va bien, consacrée exclusivement au déroulement des élections. À demain. Merci.